Cet avion est un F-105G, surnommé Wild Weasel, la belette sauvage, la dernière version du Thunder Chief. À son apparition, c'était le plus gros chasseur monoplace monomoteur jamais construit. Le F-105 avait une puissance redoutable. Dans le ciel du Vietnam, il s'est fait la réputation d'être une force aérienne à lui tout seul. Son concepteur est l'américain Alexander Kartveli, ingénieur en chef de République, un spécialiste des gros chasseurs. C'est lui qui avait conçu pendant la Deuxième Guerre mondiale le P-47 Thunderbolt, le plus gros chasseur monomoteur de son époque. Il sera produit en grande quantité et fera largement ses preuves, à la fois comme escorteur et comme chasseur bombardier dans le cadre de missions d'appui tactique. Le travail sur le projet 63 et les nombreuses études qui ont mené au F-105 ont commencé en 1951, en pleine guerre de Corée. Il s'agissait pour l'essentiel d'une mise à jour du F-84. Le F-84 était en gros un Thunderbolt à réaction, un chasseur bombardier d'escorte et tactique. En Corée comme escorteur, il n'a pas été à la hauteur du MiG-15, mais il a été performant dans ses missions d'attaque au sol. Les ailes droites du F-84 témoignent de sa conception générale assez conventionnelle, alors que les appareils les plus modernes avaient déjà des ailes en flèche mieux adaptées au potentiel de vitesse des moteurs à réaction. Guidé par l'expérience coréenne et stimulé par la rapidité du progrès technique, son équipe de conception va très vite se mettre sur un projet complètement nouveau. Au moment où République démarrait son projet, leur concurrent de North American recevait l'appui de l'US Air Force pour leur F-100 Super Sabre. C'était le premier de la série des chasseurs Century, prévu pour assurer différents types de missions à un moment où l'Air Force passait au supersonique. À l'origine, le F-100 était une évolution du F-86 Sabre, un avion très réussi. C'était un chasseur qui, en évoluant, est devenu un chasseur bombardier. Avec une vitesse de pointe de 1300 km/h, le Hun, comme on l'appelait, a été le premier chasseur supersonique de l'Air Force. Il a fait ses preuves au Vietnam, particulièrement dans son rôle d'appui tactique. L'avion suivant était le McDonnell F-101 Voodoo, conçu comme chasseur de pénétration et d'escorte. La rapidité du développement de l'aviation peut se mesurer au fait que, commandé seulement 12 mois après le F-100, le F-101 volait à 1800 km/h, 500 km plus vite. Ces dernières versions avaient des possibilités tactiques. On l'a beaucoup utilisé au Vietnam, essentiellement pour de la reconnaissance photo. Le troisième chasseur Century a été le F-102 Delta Dagger de General Dynamics, un appareil d'interception tout temps qui remonte à 1950. Il volait à 1300 km/h, il n'a rencontré qu'un succès moyen, mais on l'a amélioré et il est devenu le F-106 qui atteignait 2400 km/h. Le Lockheed Starfighter, le F-104, commandé en mars 1953, se voulait à tout prix le meilleur chasseur. C'était en fait un missile piloté. Le F-104, qui volait à plus de 2200 km/h, a eu une vie mouvementée, mais il a fait preuve d'une étonnante longévité comme appareil de reconnaissance et de frappe tactique. Chez République, l'équipe de Kartveli, qui travaillait sur le projet 63, a étudié 108 possibilités différentes pour finir avec un chasseur bombardier tactique, monomoteur et monoplace. Il pouvait emporter dans sa soute à bombe des armes nucléaires. Cet appareil, le F-105A, a été homologué par l'Air Force en septembre 1952. Il devait être produit en masse, mais finalement, on n'en construira que 2.
F-105, qui a surpassé tous les chasseurs Century, a été le premier appareil spécialement conçu pour la frappe tactique commandée par l'Air Force. La nécessité d'un tel avion était le résultat de l'expérience coréenne, de la situation politique internationale et de la compétition interne entre les commandements stratégiques et tactiques de l'US Air Force. Pour le Tactical Air Command, le F-105, en plus de ses nouveaux paramètres opérationnels, avait la capacité de transporter des armes nucléaires sur de longues distances, ce qui renforçait sa position par rapport au Strategic Air Command. L'appui du commandement tactique au F-105 a été vital pour le projet, car au début cet avion a rencontré des difficultés. Le vol supersonique a entraîné une véritable révolution de toutes les techniques aéronautiques. Le F-105, logiquement, va rencontrer un grand nombre de problèmes tout au long de son développement. Mais la véritable spécificité de ce chasseur géant a été sa grande capacité d'emport à l'intérieur de son fuselage. L'arrivée de la bombe atomique lui a donné un potentiel qui l'a placé loin devant tous ses concurrents. Le F-105A s'est très vite trouvé dépassé par des découvertes sur les effets de la traînée transsonique et par certains de ses défauts de conception. Il volera pour la première fois 3 ans après le feu vert de l'US Air Force. Il sera ensuite transformé au point de devenir méconnaissable. La construction de son remplaçant était déjà en route. Le 3e F-105 a été le premier du modèle B. On le voit ici, le 26 mai 1956, il roule avant de décoller pour la première fois. C'était le premier F-105 avec un moteur adapté à sa taille. Son aspect extérieur était très différent. Il profitait des modifications qui avaient réglé les problèmes de traînée et de turbulence du F-102. Il avait de fines arêtes au-dessus de ses ailes. Désormais, des aérofreins constitués de 4 gros pétales métalliques écrasaient les anciennes lignes fluides de l'échappement de son moteur. On avait aussi modifié ses entrées d'air, ce qui a donné au Thunder Chief ses narines caractéristiques. Un empennage plus grand améliorait sa stabilité. Toutes ces modifications et bien d'autres ont eu pour résultat un appareil capable de voler à 2 fois la vitesse du son. Symboliquement peut-être, son premier vol a été marqué par la fatalité. Ce vol devait être bref, mais au moment de sortir ses roues, son train avant n'a pas répondu. La manipulation de la manette de train ne produisait aucun effet. Le train avant ne voulait pas se décoincer. Pour ne pas perdre l'appareil, on décide de tenter un atterrissage train rentré. Le pilote d'essai posera son appareil sur le ventre dans une longue glissade sur la piste en selle. L'appareil finit par s'immobiliser, les équipes de secours arrivent sur place dans la poussière qui commençait à retomber. L'accident a été très embarrassant pour un projet déjà critiqué pour son coût excessif et qui avait déjà rencontré beaucoup de problèmes mécaniques. Son constructeur va promettre de résoudre tous les problèmes et d'améliorer la qualité générale de son appareil. Même considéré comme un simple programme d'essai, le F-105 représentait une véritable révolution des techniques aéronautiques et du potentiel de l'aviation tactique. On a très vite trouvé la cause de l'accident. C'étaient les nouvelles commandes d'admission d'air qui, à pleine puissance du moteur, bloquaient la roue. Cela a été relativement facile à rectifier. Cet accident a aussi fait la preuve de ce qu'ont apprécié tous ceux qui ont volé sur Thunder Chief, sa solidité sans limite. Ce prototype, une fois soulevé, son train d'atterrissage sorti, partira en réparation.
Une fois reconstruit, l'avion a repris son programme d'essai. Parallèlement, on a travaillé pour améliorer la compatibilité de tous les systèmes et pour éliminer les défauts de leurs composants. Les ingénieurs avaient affaire à des concepts et à des forces qu'ils maîtrisaient à peine. Ils ne pouvaient régler les problèmes qu'au fur et à mesure qu'ils apparaissaient. Qu'ils soient théoriques ou pratiques, il n'y avait aucune autre façon d'y faire face, car cela se passait dans un contexte de progrès permanent. C'était le premier avion adapté à la fois au combat aérien et à des missions d'attaque au sol avec des armes semi-automatiques. Le Thunder Chief reposait sur une avionique très en avance sur tout ce qu'on avait conçu jusqu'à maintenant. Parmi ces nouveaux équipements, il y avait des radars de recherche aérienne, d'affichage des courbes de niveau du sol, de suivi de terrain, de poursuite de cibles en l'air ou au sol, même sans visibilité. Durant toute son existence, le F-105 a reçu en permanence de nouveaux équipements toujours plus modernes, mais il a été dès le début un avion très en avance sur son temps. L'avion reconstruit a eu la charge de procéder aux essais de vrille et on l'a équipé pour cela d'un parachute de queue. Il a fallu enlever un panneau pour faire de la place au parachute et démonter l'aérofrein pour ne pas entraver son ouverture. Les essais de parachute ont montré qu'il fonctionnait d'une façon satisfaisante. Le but des essais de vrille est de prouver qu'un appareil peut sortir d'une vrille et qu'il peut être récupéré après une perte de contrôle. Dans un essai de vrille, le pilote commence par perdre volontairement le contrôle de son appareil. Ensuite, il laisse son appareil ballotter dans tous les sens pendant un certain temps et après seulement, il essaye de le récupérer. Il n'y a pas eu à utiliser le parachute de secours car l'avion avait une très bonne tendance naturelle à se rétablir après chaque rotation. Ses pilotes pouvaient en reprendre le contrôle très facilement. Cependant, sa cellule devait être testée et les essais se sont poursuivis. « 47 fois, les pilotes ont lâché les commandes, 47 fois l'horizon a basculé, 47 fois ils ont eu le cœur soulevé et 47 fois le F-105 a entamé une chute. » En regardant bien, on voit une flamme qui sort de sa queue quand l'appareil décroche. Les essais en vol se sont déroulés sans incident, mais il y avait encore des problèmes de fiabilité de son moteur et de son avionique. L'avenir de cet appareil était encore bien plus incertain que ses performances. L'espoir d'une grosse commande s'est trouvé réduit à 37 avant d'être complètement annulé en décembre 1953. Une nouvelle commande pour 15 appareils en février 1954, mais elle est réduite à 3 à la mi-septembre pour remonter à 6 en octobre. Parallèlement à ces fluctuations, son cahier des charges a été constamment modifié avant d'être publié pour la première fois en décembre 54. En avril 55, il avait déjà été modifié 3 fois. Les hommes poursuivaient les essais imperturbables alors que la plus grande incertitude régnait sur l'avenir de ce projet. Le rayon d'action déjà considérable du F-105 a été augmenté en lui ajoutant des réservoirs auxiliaires. Il a fallu eux aussi les tester et tester leurs effets sur l'appareil.
Les essais se sont poursuivis pendant toute l'année 1957. L'avion a survolé le désert pendant des heures et des heures. Sa mise au point s'est faite lentement. Il y aura un grand nombre de modifications. Son évaluation avant mise en service, qui devait se terminer en novembre 1959, s'est poursuivie jusqu'en mars 1960. Une des spécifications rajoutées en 1954 était la possibilité pour le F-105 d'être ravitaillé en vol. Cette innovation était déjà largement répandue, mais sur un avion comme le F-105, c'est très compliqué. Quand un avion de chasse ralentit à la vitesse de son avion ravitailleur, sa portance est à peine suffisante. La vitesse de décrochage du F-105 n'était pas loin de la vitesse maximum des avions ravitailleurs. Comme on peut le voir, à cette vitesse, le chasseur devient très difficile à contrôler dans les turbulences d'un avion plus gros et souvent il décroche complètement. Les tentatives pour résoudre ce problème, en ajoutant des réacteurs à l'avion ravitailleur comme sur ce B-29, n'ont pas mené à grand-chose. Tous les chasseurs supersoniques ont eu ce problème tant que la vitesse des avions ravitailleurs a été insuffisante. Les essais ont confirmé les difficultés rencontrées par les pilotes. Même s'il y a eu des ravitaillements réussis, le système restait fort peu pratique. Ce n'était pas la faute du F-105, mais celle des ravitailleurs qui étaient inadaptés. L'installation de la perche de ravitaillement en bout d'aile permettait aux chasseurs d'éviter le plus gros des turbulences, mais il avait encore tendance à décrocher. Le matériel utilisé, un long tuyau, ne facilitait pas les choses car c'était au pilote de l'avion de chasse de le récupérer. Ce système a fini par être remplacé. Le pilote du chasseur alors n'avait plus qu'à maintenir en position son appareil et c'est un opérateur à bord du ravitailleur qui procédait à toute l'opération. Le F-105 avait deux types de raccords de ravitaillement et ils ont beaucoup servi.
Retour à la fin de l'année 54. République se posait beaucoup de questions sur son F-105. Son angoisse a été calmée en février 55 par une commande de 15 unités avec une possibilité pour 34 autres exemplaires à condition qu'il y ait des crédits dans le budget de l'année suivante. En plus de cela, il y avait la menace d'une compétition avec le F-107 de North American, une version améliorée, très puissante et rééquipée du Super Sabre. Le F-107 a été considéré comme le meilleur avion de chasse que l'US Air Force ait jamais acheté et c'était certainement un avion puissant. Il avait le même moteur que le Thunder Chief. Sa conception était ultra moderne, ses performances étaient comparables à celles du F-105. Mais comme le Tactical Air Command avait besoin d'un appareil avec une bonne capacité d'emport et de largage, le F-107 était surpassé par le 105 et la compétition sera un non-événement. Le F-105 était supérieur à pratiquement tous les appareils de cette époque. C'était un adversaire de taille. Les performances de ce gros appareil controversé ont commencé à apaiser les doutes sur sa valeur. Les révisions des spécifications du Thunder Chief se sont poursuivies avec l'expansion de la capacité de ses systèmes. Des améliorations de son électronique tout au long de son développement et aussi quand il était en service, lui ont permis de se maintenir au top niveau. Avec la pléthore de changements, les 15 premiers exemplaires fabriqués se sont retrouvés divisés en 5 sous-types différents. À la fin, il y en aura jusqu'à 19. Les modifications pendant les programmes d'essai ont obligé à procéder à plus de tests. Les programmes d'essai en vol se sont terminés sans grand problème car la cellule se comportait très bien et avait des caractéristiques de vol exceptionnelles. Mais l'électronique des nouveaux systèmes a entraîné des retards continus car leur performance devait suivre leurs spécifications théoriques. Avec du recul, il est facile de prendre la mesure de l'évolution de cet appareil, mais à l'époque, un grand scepticisme l'entourait. Le 28 mai 1958, 3 ans plus tard que prévu, l'US Air Force prend livraison de son premier F-105 opérationnel, le seul de ce sous-type particulier. Les pilotes de chasse de l'Air Force ont été déçus quand ils ont appris que leur nouvelle monture était en fait un bombardier assez gros et ils vont lui donner des noms assez peu flatteurs du genre de Lead Sled, traîneau de plomb, Thunder Thud, bruit de tonnerre sourd ou simplement Thud, bruit sourd. Sitôt qu'ils y ont touché, les pilotes ont changé d'avis. Son surnom lui est resté et cela a fini par être synonyme de F-105 mais plus dans un sens péjoratif. Ce gros avion sera aimé par tous ceux qui ont volé avec. Il se maniait comme un avion de chasse et il avait une force de frappe vraiment extraordinaire. Chargé à plein, un F-105 pouvait transporter plus de 6 tonnes d'armement extérieur de différents types. Des bombes, des roquettes, des systèmes de contre-mesure électroniques, des missiles air-sol et des missiles air-air Sidewinder. Mais le Thunder Chief avait aussi une soute à bombes.
Pour réduire la résistance de cette soute à vitesse supersonique, ces panneaux se rétractaient à l'intérieur de son fuselage. Au moment du largage, la bombe était descendue avec un rack pneumatique, ce qui donnait une meilleure précision et protégeait l'appareil. Le rack était suffisamment solide pour servir de cric et pour charger la soute quand il n'y avait pas de chariot disponible. Mais en opération, les SOD emportaient très peu de bombes à l'intérieur de leur soute. La plupart du temps, elle était occupée par un réservoir auxiliaire. Sa voilure était prévue pour être équipée de 2 pylônes. On pouvait y accrocher des armes ou des réservoirs. On pouvait aussi les démonter et installer à leur place les supports pour d'autres systèmes d'armes, comme ici le Sidewinder. Toutes les versions du Thunder Chief avaient comme armement standard intégré un canon multiple General Electric M61 de 20 mm. Ce canon tirait 6000 coups par minute. Il pouvait tirer la totalité de ses 1029 obus en moins de 11 secondes. Les livraisons à l'Air Force ont continué. Le 335e escadron aérien tactique a été le premier entièrement équipé de ce nouveau chasseur. Cet événement a été célébré avec un nouveau record mondial de vitesse. Premier déploiement d'un F-105 en dehors des États-Unis en 1961 en Allemagne. Les SOD vont entrer en action pour la première fois à l'été 64, très loin d'Europe. Quand on les a déployés en masse, en Thaïlande et au Sud-Vietnam, on les a munis d'un nouveau camouflage. C'est en opérant à partir de ces bases qu'ils allaient laisser leur nom dans l'histoire. Pour le F-105, le Vietnam arrivait au bon moment. Jusque-là, il avait eu des problèmes de fiabilité. En 1962, ils avaient même été tous interdits de vol. Jusqu'à leur première mission au Vietnam, ils ont continué d'avoir des pannes mineures et des accidents. Mais au Vietnam, le SOD s'est fait une toute autre réputation, celle d'un avion fiable et solide. Il a aussi acquis la réputation d'une arme redoutable. L'importance du Thunder Chief au Vietnam est facile à montrer. Pendant les 5 premières années de leur engagement, 3 missions d'attaque sur 4 étaient accomplies par eux. Le Vietnam a été inondé de bombes larguées par les SOD.
À partir de mars 1965, de plus en plus d'opérations vont se faire au nord. Les premiers objectifs étaient les voies de communication. Ces raids reposaient presque uniquement sur les F-105. Les avions décollaient avec leur chargement de bombes et étaient ravitaillés en vol près de la frontière du Nord-Vietnam. La quantité de munitions extérieures qu'ils devaient transporter et la façon qu'ils avaient de traverser le Vietnam à toute vitesse, plutôt que de se diriger vers leur cible et d'en revenir à vitesse de croisière, raccourcissaient considérablement leur rayon d'action. Même en remplissant leur réservoir à ras-bord, ils n'avaient pas beaucoup de réserves et ils devaient survoler un espace aérien hostile. Au début de la guerre, les défenses aériennes des Nord-Vietnamiens étaient limitées et les premiers raids se sont faits sans guère rencontrer de résistance. Mais très vite, le Nord-Vietnam a disposé de plus en plus de batteries de DCA, de missiles sol-air et de chasseurs MiG. Les raids ont dû se faire avec en face le meilleur système de défense aérienne jamais utilisé en temps de guerre. Les SOD pilonnaient les ponts et les routes, les entrepôts de camions et les bases militaires. Les Vietnamiens, eux, ripostaient avec habileté et avec des armes redoutables. Le taux de perte n'était pas considéré comme critique, mais le nombre de Thunder Chief en service a lentement diminué jusqu'à être divisé par 2. 833 avaient été construits, 400 vont terminer au Vietnam. La production des F-105 s'est arrêtée en décembre 1964. Le modèle B n'a été construit qu'à 78 exemplaires. La majorité, 610, étaient des F-105D. Le D avait un nez allongé pour accueillir un nouveau système de navigation tout temps, et avec ce nez, il ne ressemblait plus du tout au modèle B. Les 143 autres étaient des modèles F biplace. On avait envisagé cette version biplace dès le début, les 2 premiers projets avaient été abandonnés, les F ont servi de base au développement du dernier 105, le G, le Wide Weasel. La cheville ouvrière des raids de bombardement était le D. Les bases sur lesquelles on travaillait 24 heures sur 24 étaient remplies de ces monoplaces. Après chaque mission, le pilote discutait des performances de son appareil avec son chef mécanicien et lui passait le relais pour l'entretien. Au Vietnam, le F-105 a fait preuve d'une bonne fiabilité. Pour un jour donné, plus de 90% des SOD étaient en état de vol. Ce pourcentage était supérieur à la moyenne de l'US Air Force. Compte tenu de la complexité, de la charge de travail et de la relativement petite quantité de ces appareils, ce résultat était tout à fait exceptionnel. Pour les maintenir en bon état, des installations spéciales pour les entretenir ont été construites. Des équipes de spécialistes disponibles en permanence arrivaient par avion quand il y avait un problème plus complexe. Le personnel au sol des bases assurait les tâches de routine, le refueling, le remplissage du réservoir d'eau dans la queue pour la post-combustion, le réarmement et tout le reste de l'entretien indispensable entre chaque mission. Et cela se faisait avec rapidité et efficacité.
Le fuselage du 105 était un véritable patchwork de panneaux qui permettait d'accéder aux équipements à l'intérieur. Il restait très peu de place dans son gros fuselage, mais la disposition avait été prévue pour que l'entretien ne soit pas trop compliqué. On était loin de la boue et de l'improvisation qui avaient régné pendant la Seconde Guerre mondiale. Un Thunder Chief stationné sur le parking en dur de Takli était facile à entretenir. L'armement se faisait dans le plus grand calme. Une grande partie des bombes larguées au Vietnam étaient des bombes de la Seconde Guerre mondiale. Elles auraient dû être abandonnées depuis longtemps. Des bombes plus modernes ne sont apparues au Vietnam qu'à la fin du conflit et elles ont été utilisées par les F-111. Les F-105 ont souvent largué des engins non guidés à la trajectoire imprécise et avec un résultat incertain. Mais c'est avec de telles bombes que les Sud ont pilonné le Nord-Vietnam et atteint leur cible la plupart du temps. Les bases restaient en activité toute la nuit. La capacité à encaisser des Sud rend leur taux de disponibilité de 90% encore plus impressionnant. Ils sont souvent rentrés de mission gravement endommagés et nécessitant de sérieuses réparations. Des Sud touchés par des SAM ou par des tirs de canon de MiG ont survécu. Celui-ci a été atteint par un missile Sidewinder. En mars 1965, l'US Air Force lance la première mission de l'opération Rolling Thunder. La référence au mot Thunder n'est pas un hasard car pendant les 3 ans qu'elle a duré, l'opération Rolling Thunder a été le domaine réservé du Thunder Chief. L'extension de la bataille aérienne au nord avait 3 raisons.
D'abord, réduire l'infiltration vers le sud. Deuxièmement, ébranler les dirigeants communistes de Hanoï. Et troisièmement, regonfler le moral des dirigeants et du peuple du Sud. Les attaques se sont faites de plus en plus au nord. Les objectifs étaient de plus en plus éloignés de la frontière. Les dégâts causés aux ponts, aux routes et aux voies ferrées du nord ont coûté très cher aux communistes et ils ont lourdement handicapé leur effort de guerre. À certains moments, le gouvernement de Hanoï a paru déstabilisé, mais il n'a jamais cédé. Les soldats accomplissaient à toute vitesse leur mission de mort. Les Vietnamiens, eux, essayaient de les repousser, à l'aide de tout ce que pouvaient leur donner les Russes et les Chinois. Le Nord-Vietnam n'était pas la cible idéale pour une campagne de bombardement soutenue. Il y avait très peu d'infrastructures industrielles à démolir et pratiquement pas de production de guerre. C'était une société agraire, essentiellement rurale et dispersée. Les quelques cibles importantes, des ports ou des entrepôts, se trouvaient autour de Hanoï et de Haiphong, à l'intérieur de zones interdites. Pour des raisons politiques, ces zones n'ont pas été bombardées pendant presque toute la guerre, car les États-Unis ont tout le temps cherché à négocier l'arrêt des combats au sud. Les pilotes de SOD ont appris à lutter contre les missiles SAM en se séparant et en piquant pour les tromper et leur échapper. Quand ils affrontaient des MiG, les F-105 s'en sortaient bien. La plupart du temps, avec leur réserve de puissance, quand un MiG parvenait en position de tir, il leur suffisait d'accélérer pour esquiver. Ensuite, les SOD étaient capables de revenir contre leurs attaquants et de les coincer. Les F-105 ont descendu 28 MiG-17. Les bombes continuent de pleuvoir sur le Vietnam. Pour appuyer les bombardements, il y avait un équipement électronique et un système de transmission d'une complexité technique sans précédent. Des contrôleurs dirigeaient une flotte gigantesque d'appareils de toutes sortes. Cela allait du petit avion de reconnaissance qui repérait l'artillerie ennemie jusqu'au B-52. Ils organisaient aussi la récupération des pilotes abattus et coordonnaient les opérations des avions ravitailleurs, des bombardiers et des chasseurs. Des gros avions, surnommés Big Eye, Gros Œil, patrouillaient au large des côtes du Vietnam. Ils étaient équipés de radars ultrasensibles et prévenaient du moindre mouvement des escadrilles de MiG. Quand un MiG survenait, il était surveillé et l'information était transmise aux chasseurs qui se trouvaient dans la zone. La surveillance permanente et la supériorité aérienne des Phantom et des Thunder Chief a cloué au sol pendant de longues périodes l'aviation communiste. Elle savait qu'elle ne pouvait pas lutter.
Les contrôleurs qui dirigeaient les attaques aériennes et tout leur équipement faisaient partie d'une chaîne de commandement qui partait du Vietnam, passait par le commandement pacifique à Hawaï et allait jusqu'à Washington où les objectifs étaient identifiés et décidés. Au bout de la chaîne, il y avait les SOD qui décollaient tous les jours avec leurs charges. Il y a eu des milliers de sorties. Les F-105 assuraient l'essentiel du travail. Qu'on se pose ou non des questions sur l'incidence stratégique du programme, il est impossible de ne pas reconnaître que les SOD ont infligé des pertes et qu'ils ont rempli leur tâche avec efficacité. En juin 1977, un premier SOD atteint la moitié de sa durée de vie théorique de 4000 heures. Les autres ne vont pas tarder à suivre. L'usure la plus inquiétante était celle des moteurs. Il n'avait jamais été prévu que le SOD soit utilisé de la façon dont il l'était. Ils opéraient fréquemment à pleine puissance avec leur post-combustion allumée. Les moteurs fatiguaient beaucoup, en particulier les parties chaudes des gros réacteurs J75 qui résistaient mal à ce genre d'utilisation. On avait déjà manqué de pièces détachées. Par mesure de sécurité, le temps d'utilisation des moteurs a été réduit de 200 à 125 heures. En août 1968, un des Thunder Chiefs du 388e escadron atteint 3000 heures de vol. Il avait accompli 500 missions, il avait été touché plusieurs fois par des tirs de DCA. Il avait été victime d'une collision en plein vol et en octobre, 3 autres avaient dépassé ce cap de 3000 heures. Il vieillissait vite. On a envisagé de réouvrir la chaîne de fabrication et d'en construire d'autres, mais cette idée a été finalement abandonnée. Le Phantom qui était disponible pouvait assurer l'essentiel des tâches du F-105 et la construction du successeur du SOD était déjà en route. Sa conception a été grandement influencée par le 105 et il tenait compte de tout ce qu'on avait pu apprendre au combat. Ce sera le F-111. En attendant, les SOD restaient indispensables et on a toujours cherché à les maintenir en état de vol et à prolonger leur vie. Les SOD sont restés au Vietnam jusqu'à la fin. Non seulement le biplace White Weasel qui détruisait les SAM, mais aussi les D et les F avec leurs bombes, leur capacité d'appui tactique et leur système de contre-mesure électronique. Les SOD ont été utilisés au Vietnam jusque pendant les opérations Linebacker 1 et 2 qui ont provoqué beaucoup de dégâts, qui ont finalement obligé le Nord à négocier et qui ont permis aux États-Unis de se retirer du conflit. Les bombardements opérés par les SOD ont soutenu la bataille aérienne contre le Nord-Vietnam. À l'époque, il n'y avait pas d'autre appareil pour le faire. Les bombardements se sont poursuivis avec acharnement et leurs résultats ont été dévastateurs, en particulier quand ils étaient dirigés contre des objectifs industriels précis, comme par exemple ce dépôt de camions. Entre les bombardements, la piste Ho Chi Minh était encombrée de camions pare-choc contre pare-choc.
Ces images montrent deux choses, la détermination et l'astuce des Vietnamiens et l'efficacité des bombardements. Quand les SOD étaient là, les camions se faisaient beaucoup plus discrets. À chaque période de service, un pilote accomplissait 100 missions. Des centaines de pilotes se sont succédés sur les SOD. Ils étaient contents de quitter la guerre, contents d'avoir accompli leur tâche et d'y avoir survécu. Mais beaucoup d'entre eux vont regretter leur grosse machine et le bruit assourdissant qu'elle faisait à 2 fois la vitesse du son. Le capitaine Piowati a commencé à laisser pousser sa moustache quand il est arrivé au Vietnam en 1967. Après sa 100e mission, elle faisait plus de 30 cm. Pendant sa 55e, son SOD a été touché par l'artillerie au-dessus du pont Paul Doumer près de Hanoï pendant un raid de bombardement. Ce qui lui est arrivé est exemplaire. Il est arrivé à toucher le pont, à détruire une de ses travées et à rentrer avec son SOD touché. Après le Vietnam, l'US Air Force a conservé quelques Wide-Weasel et d'autres appareils spécialisés. Mais les 105 ont été progressivement retirés et transférés aux pilotes de la force de réserve. Il n'en restait plus beaucoup et ils ont rapidement disparu. Un F-105 a volé pour la dernière fois le 25 mai 1983. Un grand nombre de pilotes s'est installé aux commandes d'un F-105. Un grand nombre lui doit leur vie. La plupart d'entre eux le considèrent comme le meilleur appareil. Après des problèmes de jeunesse, ce gros chasseur s'est bien développé et on lui a demandé de plus en plus. À une époque où tout évoluait très vite, il est extraordinaire qu'on soit arrivé à faire fonctionner autant de systèmes nouveaux sur un seul appareil. Si le titre d'avion de légende convient à un avion, c'est bien au F-105 Thunder Chief, au SOD.